Bien, Michael d'une part, à ma gauche, et Michel. Nous sommes réunis aujourd'hui donc sur l'allée des Ténis pour discuter de choses d'autres. Et je voudrais laisser la parole donc à Michael en premier pour lancer un débat, si c'était possible. Je vous laisse la parole. Alors nous sommes incognito dans un café, en train de prendre notre café du matin. C'est un acte authentiquement révolutionnaire par les temps qui courent. Et il semblerait que nous prenions même quelques risques. Nous prenons donc des risques, calculés évidemment, à nous réunir pour discuter, pour avoir cette convivialité qui est tellement française. Le bistrot, c'est le lieu de... C'est l'expression populaire du dialogue, de l'échange. C'est aussi le lieu où on exprime la politique, on s'exprime sur la politique, où on voit les heures et les malheurs du monde. Et bonjour. Et bonjour. On refait le monde en quelque sorte. Et on refait le monde. Et on a besoin de ça. Or, ça fait quand même des mois que nous sommes interdits de bistrot. Depuis le mois de mars déjà, ça fait beaucoup. Depuis le mois de mars dernier, interdit de bistrot. Le café du matin, trouver un café le matin dans des conditions à peu près acceptables, c'est presque un exploit. Et tout ça, ça nous perturbe. Et tout ça, ça casse le lien social. Je crois que ça nous rend très malheureux à tous. Alors nous sommes d'un côté bombardés par les informations non-stop sur des tas de choses absolument pénibles, catastrophiques. Et puis nous devons engrammer tout ça. Et on ne peut plus l'extérioriser par des conversations et peut-être aussi le bon sens qui nous habite à tous, pour essayer d'y voir un peu clair. Et chacun se retrouve extrêmement seul face à une crise sanitaire ou à une forme de terreur sanitaire qui nous est quasiment inoculée 24 heures sur 24. Et le plaisir de vivre là, et le plaisir d'être ensemble, et ce qui fait qu'on est une société, tout ça est en train de disparaître, peu à peu. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que c'est divisé pour mieux régner? C'est exactement le projet, je pense. Il y a de ça, oui. Le bistrot serait peut-être un lieu extrêmement dangereux pour le pouvoir. Mais c'est pas nouveau ça. On le sait depuis au moins la Révolution française. Mais ça se confirme. Et ça se confirme. Donc le pouvoir a tout intérêt à casser ces relations interpersonnelles, à empêcher les idées de circuler, y compris peut-être avec véhémence. C'est normal, ça c'est très français. Les éclats le voient dans un bistrot, les bistrots tapageurs, aux lustres éclatants dont parle Rimbaud. Voilà, mais ça nous manque. Et le pouvoir joue sur cette interdiction de nous rencontrer, d'échanger et d'essayer de comprendre ensemble ce qui nous arrive. On a d'autres moyens, évidemment, on peut aller sur Internet, se renseigner. Mais tout ça devient extrêmement pesant. On ne peut plus l'extérioriser. On le garde comme une espèce de poids sur l'âme qui pèse sur nos âmes. Et voilà, on n'a plus cette liberté. Peut-être la première des libertés, pour moi, dans une journée, la première des libertés, c'est de prendre un café, de discuter avec Michel et d'autres, d'échanger des points de vue sur l'actualité, sur nos vies,
essayer de comprendre qui est l'autre, comment il réagit. On n'a plus cette liberté-là. On nous coupe le dernier lien social qui pourrait exister. Exactement. Exactement. Et le pouvoir, dans d'autres domaines d'ailleurs, y compris dans une censure exercée par des lois scélérates comme la loi Avia, empêche aussi sur les réseaux sociaux la cocotte minute d'exploser. Parce que c'est ça le problème. Il y avait avant la crise du Covid le problème des gilets jaunes. C'est curieux. La société a connu cette crise majeure qu'on a essayé de minimiser ou qu'on a manipulée. C'était une crise majeure. Ça a duré 10 mois quand même. Où les gens tous les jours allaient se retrouver comme par hasard ensemble sur les ronds-points, et puis dans la rue, et puis à affronter une réalité violente aussi. Ces gens, c'était les mêmes qui pouvaient se retrouver aussi dans les bistrots d'ailleurs. Très certainement. Ben oui, c'est le peuple de France. C'est ce peuple qui est peut-être parfois un peu difficile à comprendre, mais qui a besoin d'extérioriser quelque chose, qui a besoin de dire quelque chose. Alors peut-être pas par les mots, parce qu'ils ne les ont pas, mais par la force. Alors, quand il n'y a plus les mots, et qu'il n'y a plus d'entente possible, on utilise bien sûr la violence. Et donc cette crise des Gilets jaunes, qui est pour moi une crise majeure, que je n'ai jamais minimisée, j'ai trouvé vraiment historique, vraiment historique. Elle a été volontairement dénaturée par les médias, par les commentaires, etc. Et comme par hasard survient au moment où la société est presque en effervescence, est prête à exploser, la crise sanitaire, ça tombe bien. Ça tombe bien. Il n'y a plus un gilet jaune dehors, il n'y a plus un gilet jaune au café en train de discuter avec ses copains. C'est l'étouffoir sur la crise. Mais la crise, elle est toujours là. Et donc, par la peur, et par le confinement, et par l'espèce de violence insidieuse, le pouvoir essaie par tous les moyens, et il y arrive, à contraindre, à limiter, à éteindre l'âme de notre peuple. Voilà. C'est ça, il est là l'enjeu. Vous comprenez ? Absolument. Nous ne pourrons plus jamais être comme avant. On a rompu quelque chose. Vous parliez de la presse. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que elle n'est plus le contre-pouvoir qu'elle aurait dû rester. Elle n'est plus cette presse où s'exprime le débat d'opinion, comme dans une démocratie vivante et saine. Il y a énormément de journalistes qui sont plus ou moins des vedettes d'ailleurs, qui s'autocensurent. On le sent, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision ou dans les journaux. Il y a une pression du pouvoir pour la simple raison que c'est le pouvoir qui finance la plupart de ces organismes de presse et que ces organismes de presse appartiennent à 5 personnes en France, milliardaires. Mon voisin, sur le confinement qu'il a subi, je le comprends très bien, comme le confinement que la société française a subi. Mais je l'observe et je ne me sens pas concerné. Alors, je vais parler de moi. Le confinement, je ne l'ai pas subi, je l'ai accepté. Je le recherche. Je recherche une certaine solitude. Je suis bien avec moi-même. Je ne suis pas Jack London,
mais avec l'eau et l'électricité, on peut vivre très bien. Cela suffit à votre bonheur comme pour moi. Et quelques livres, Beaucoup Et j'ai passé donc l'an dernier 9 mois dans une certaine solitude, et je le recherche, je suis bien, et je ne m'en plains pas. J'observe que dans la société française, et mon voisin en souffre. Et Alors, Michael, mon ami Michel a pris de la hauteur. dans les deux sens. Dans tous les sens du terme. Il a pris de la hauteur. Il est dans sa Tibaïde, hein, tranquille, avec un magnifique paysage autour. Et il a compris que peut-être, mais là il va me détromper sûrement, à la quantité, il fallait toujours préférer la qualité. Et donc il dit qu'il devient son meilleur ami, ce qui est la sagesse même. Montaigne nous l'explique. Essayez de devenir votre meilleur ami et vous verrez que les choses deviendront très intéressantes et agréables. Michel y est arrivé, bon, moi pas encore tout à fait, j'y travaille. Hein. Mais c'est pas facile de gagner sa propre amitié et donc d'être non pas suffisant. Non, mais en symbiose. De se suffire. Être en symbiose avec soi-même. Enfin,